Bonjour à tous, bienvenue pour ce 12e meet-up de Muséum Connexion. Je suis Claire Delongeau, je suis la directrice de Muséum Connexion. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'international et comment le musée peut rayonner dans d'autres pays que son pays d'origine. Voilà, un très grand merci à Joy Latourgino du Muséum de Toulouse et à Cédric Lezec du Musée des Confluences qui ont accepté de venir témoigner aujourd'hui. Et puis, en fin de discussion, nous accueillerons également Manon Delory qui viendra nous présenter TEO Live. Voilà. Avant de commencer, quelques infos pratiques. Donc, vous allez pouvoir écouter les témoignages de Joy et de Cédric pendant une grosse trentaine de minutes. Et puis ensuite, vous aurez la possibilité de rejoindre l'un ou l'autre ou les deux en passant de l'un à l'autre dans des salles de discussion pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Antoine Roland qui va animer ces discussions. Très bon meet-up à tous. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes très heureux pour ce 12e meet-up d'accueillir effectivement Joël Latour et Cédric Lessec pour évoquer notamment la façon dont les institutions culturelles peuvent rayonner à l'international sous de multiples formes. Ici, on évoquera plutôt la façon dont ces institutions peuvent développer des projets de coopération internationale et aussi développer des projets d'itinérance d'exposition, chose qu'on évoquera à la fois avec Joy, mais aussi avec Manon qui nous présentera TEO Live. Donc, quelques mots peut-être sur nos différents intervenants avant de présenter leurs institutions et puis les projets sur lesquels on va discuter. Donc, Joëlle Latour est chef de projet itinérance au Muséum de Toulouse. Donc, elle est en charge avec une équipe au sein du muséum de faire rayonner les collections du muséum et ses expositions, ses productions, à la fois en France et à l'international. Cédric Lessec, quant à lui, est directeur des relations extérieures et de la diffusion du Musée des Confluences. Donc, il a en charge notamment la politique internationale la mise en place de la politique internationale du musée. Donc, on y reviendra notamment dans le cadre de projets de coopération internationaux. Et enfin, Manon Delatour, Delory, pardon, excusez-moi, donc de Touring Exhibition donc Organization, et qui viendra évoquer un projet, en fait, un événement qui a lieu le 11 mai, Théo Live, qui a pour vocation de regrouper un ensemble d'acteurs autour du sujet des expositions itinérantes. Donc, quelques mots peut-être déjà pour commencer, avant d'ouvrir le dialogue avec nos intervenants et intervenantes, sur les institutions en fait, qui sont présentes aujourd'hui. Donc, le Muséum de Toulouse, qui est un muséum qui a été créé en 1965, qui a été rénové donc en 2007, qui accueillait plus de 300 000 visiteurs en 2019, et qui, depuis une dizaine d'années, en fait, met en place une politique d'itinérance qu'on évoquera un petit peu plus amplement après. Et du côté du Musée des Confluences, donc une institution donc, qui a été créée en 2014, qui en 2022 accueillait environ 600 000 visiteurs, basée à Lyon, avec des collections autour de l'histoire naturelle, de l'anthropologie, musée de société et musée de civilisation. Donc un musée aux collections extrêmement variées, issu et héritier en fait, du musée Guimet. Donc on évoquera plus particulièrement des projets de coopération qui ont été mis en place par ces musées. Donc la politique d'itinérance en fait, du Muséum de Toulouse existe depuis une dizaine d'années. Énormément de projets ont été développés. J'en dis pas plus. Joy nous les présentera donc avec énormément d'expositions qui itinèrent en fait, de partout en France et dans le monde. On évoquera plus particulièrement l'exposition Bébés animaux et Impact, qui ont des caractéristiques particulièrement singulières et qui montrent l'expertise et la pertinence de ce type de projet porté par le Muséum de Toulouse. Et côté donc, Musée des Confluences, on évoquera en fait un projet de coopération qui s'est tenu en septembre 2022. Ce n'est pas le premier projet de coopération. Dès 2017, le Musée des Confluences s'est engagé déjà dans d'autres projets, notamment en Éthiopie. Et là, ce projet de coopération qui a eu lieu en 2022, donc, s'est tenu au Vietnam sous l'impulsion de l'ambassade de France et de l'Institut français du Vietnam, et a permis de former, de sensibiliser un ensemble de professionnels au, au développement des publics, à l'évaluation, à l'étude de ces publics. Et puis aussi, il y a eu un cas pratique qui a été développé, notamment pour pouvoir
créer donc sur ce territoire un projet qui s'appelle les cabanes à histoire, que Cédric Le Sec évoquera un petit peu plus amplement avec nous. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est peut-être d'engager le dialogue tout de suite avec une première question. Et là, je vais m'adresser d'abord à Joy. Pouvez-vous nous présenter un petit peu plus en fait les origines en fait de enfin, l'origine de cette volonté de la part du muséum de créer une offre itinérante et comment en fait celle-ci s'est bâtie au fur et à mesure des années. Alors bien sûr, donc nous, notre première exposition itinérante, c'était Préhistoire à l'enquête. Donc c'est une exposition temporaire qu'on avait présentée dans le Muséum de Toulouse. Ça a été vraiment un très très gros succès. Et suite à cette présentation, nous avons le Palais de la Découverte à Paris, voilà, qui a été intéressé par le projet, qui nous a demandé en fait de développer une version itinérante pour qu'il puisse la présenter à Paris. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé l'activité. Donc c'était, voilà, on a saisi une opportunité. Donc là, depuis 2011, en fait, notre politique d'itinérance, elle est assez simple. À partir du moment où on a une exposition qui fonctionne bien, une exposition temporaire qui fonctionne bien auprès de nos publics, on va travailler au développement d'une version itinérante. Donc là, au fil des années, donc ça fait plus de 10 ans, on a fait tourner 7 expositions. Donc là, la superficie, on est toujours autour de 200 à 450 mètres carrés. Donc, on est sur des expositions qui voyagent parfois avec des spécimens, parfois sans spécimens. Voilà, ça va dépendre un petit peu de la thématique. Pour notre marché, on présente beaucoup nos expositions en France, c'est vrai, mais aussi pas mal en Europe. Donc là encore, ça va dépendre des projets. Mais on a voyagé aussi grâce aux instituts français aussi. On a voyagé en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Et voilà, on continue nos tournées. Donc là, aujourd'hui, après 10 ans, on est un petit peu un tournant aussi dans notre politique. On se repose des questions, on crée de nouveaux projets et puis on en met d'autres à la retraite. Voilà. Beaucoup, Joy. Ce qu'on entend, en fait, c'est déjà l'antériorité et finalement, en fait, aussi l'historicité, en fait, finalement, de ces projets-là. Et puis, le rôle central aussi des instituts français, et ce qui me permet aussi de donner la parole peut-être à Cédric, de revenir un peu sur les origines de la politique de coopération internationale du Musée des Confluences, sachant que pour un musée relativement jeune, 2014, cette politique de coopération s'est développée dès 2017. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler un petit peu l'historique et les origines en fait de cette politique de coopération? Bien sûr, Antoine, cette politique de coopération, elle s'est finalement bâtie sur des opportunités qui se sont présentées à nous dès l'ouverture de musée en 2014. Dans sa formule, dans sa proposition au public, il est vrai que le musée a, je crois, on va bientôt fêter en 2024 les 10 ans du musée, a acquis une image et une véritable identité singulière. Et un certain nombre d'acteurs de l'international s'en sont rendus compte par la mixité des collections que l'on pouvait présenter et aussi par la portée aussi, je dirais, universelle du propos des expositions, de l'exposition permanente comme du temporaire. Donc, on a répondu, vous avez cité le cas d'une coopération qu'on a lancée dès 2017 avec le Musée national d'Éthiopie, finalement à des sollicitations, mais toujours dans l'optique de partager l'expérience du musée. De partager l'expérience et non pas l'expertise qui était la nôtre dans une dimension solidaire. Et pour nous, c'était très important de développer à l'international cette dimension-là, de ne pas être dans la fabrication d'un modèle économique et pour nos expositions qui tournent d'une part et dans les différents projets de coopération qu'on a pu développer. Si bien que de facto, ils étaient assez peu nombreux. Merci beaucoup, Cédric. Et effectivement, c'est intéressant de voir en fait comment s'ancrent aussi ces différents projets et aussi leurs objectifs, leurs enjeux qui ne sont pas des enjeux d'ingénierie, mais des enjeux de coopération. L'idée n'est pas forcément en fait de mettre en avant donc une offre d'ingénierie, mais vraiment en fait d'être plus dans une relation plus horizontale.
C'est le cas en fait d'un ensemble de collaborations aussi du Muséum de Toulouse dans le cadre de ces expositions itinérantes. Ce que je vous propose peut-être, Joy, c'est de nous décrire un petit peu plus amplement deux projets sur lesquels en fait vous avez particulièrement travaillé en termes de collaboration avec différents partenaires à l'international. Ce sont les expositions Bébés Animaux et Impact, et d'en montrer un peu la singularité, donc comment vous avez collaboré, et puis après on analysera un peu plus amplement en fait ces différents projets. Oui, alors avant, je voulais juste effectivement rebondir sur ce que vient de dire Cédric. C'est vrai que l'itinérance, c'est aussi l'opportunité pour les établissements de rayonner à l'international. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi l'exposition Bébés Animaux. Parce que là, voilà, ça a été une collaboration, ça a été un partenariat avec l'Institut royal des sciences naturelles de Bruxelles. C'est une exposition qui a été écrite voilà, avec deux chefs de projet, un chef de projet à Toulouse et un chef de projet à Bruxelles. Et la particularité, c'est que là, c'est une exposition, moi que j'appelle l'Expo Muséum, parce qu'en fait, elle a une centaine de spécimens, voilà, qui va voyager avec toutes les contraintes que voilà, ça peut supposer, notamment des autorisations de sortir de territoire. Voilà. Donc, logistiquement, c'est une grosse expo. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de vous la présenter. L'expo Bébés Animaux, c'est une expo qui n'a été présentée que 2 fois en France. Et elle a été présentée en Espagne, donc en Belgique, en Suède. Elle a beaucoup voyagé. Mais c'est un projet qu'on a aujourd'hui, alors je dis mis à la retraite, voilà, qu'on a démantelé en tout cas, qu'on vient de démanteler. Et voilà, c'est une exposition qui a été un tournant pour nous dans notre politique et qui là aujourd'hui, avec son démantèlement, voilà, nous repose des questions stratégiques, des expositions très importantes aussi d'éco-responsabilité. Voilà, donc là, on vient tout juste en fait de l'arrêter, cette exposition, après de 7 ans tournés. C'est à peu près le rythme qu'on s'impose, tous les 5 à 7 ans. Voilà, on se pose la question un petit peu de la fin de vie des expositions. Merci Joy. Effectivement, la transition est toute trouvée pour l'autre exposition Impact. Juste avant, en fait, ce qui semble assez intéressant dans cette exposition aussi, c'est de voir que cette logique de partenariat international, en fait, elle s'est développée dès l'origine de l'exposition. Finalement, vous avez travaillé avec ce partenaire belge, en fait, pour créer l'exposition avant de la faire tourner. Et c'est peut-être aussi un point sur lequel on peut peut-être revenir en quelques mots si vous le souhaitez. Ce qui est très intéressant en fait dans l'itinérance, au-delà de la partie commerciale, c'est surtout les échanges, voilà, que ça peut générer, les partenariats qu'on peut signer grâce à la tournée des expositions. Donc, avec des centres de sciences, on va travailler avec des studios d'animation aussi sur certaines expositions. Donc, on est quand même très actif sur un réseau. Voilà, je pense par exemple à Excite, mon Muséum Connexion. On est vraiment sur une activité qui encourage les échanges de compétences. Et ça, c'est quand même très enrichissant pour un établissement, mais aussi plus largement pour une métropole. Parce que nous, on est un établissement Toulouse Métropole. Donc, ça permet voilà, de tourner un petit peu un établissement vers l'international, vers l'extérieur et de valoriser les compétences aussi en interne d'une équipe. Là, en l'occurrence, c'est une expérience. Donc, ça veut dire qu'on est sur une compétence qui est particulière, développer une expo pour des non-lecteurs. Voilà, donc ça, c'est aussi assez particulier. Donc, ça permet voilà, de valoriser le travail de tout un. Merci beaucoup, Joy. Alors, ce que je propose, c'est, avant d'évoquer Impact, peut-être de redonner la parole à Cédric, parce que ce que vous évoquiez sur la façon de réaliser des coopérations internationales et le fait d'être vraiment sur des projets où, dès le début, en fait, on implique des partenaires, je crois qu'il peut y avoir un rebond qui est assez intéressant par rapport à la politique de coopération qui a été mise en place par Musée des Confluences. Donc, Cédric, si vous voulez un peu nous présenter le projet qui a été mis en place, notamment au Vietnam. Avant peut-être de répondre très directement à votre question, Antoine, je trouve qu'il est important presque, au fond j'avais envie de faire un contre-pied. Il est question de rayonnement à l'international et je crois pour notre cas, pour le cas du Musée des Confluences, qu'il s'agit déjà d'être ancré dans le local, dans son territoire, et c'est exactement ce qu'on a développé d'abord avec un ensemble de partenaires qui forment tout l'écosystème culturel de l'enseignement et associatif lyonnais, et finalement c'est à l'aune de cette expérience locale que en fait on est plus fort à l'international, non pas
plus fort dans une dimension d'expertise ou de hauteur, mais tout simplement parce que on a bâti notamment le projet des cabanes à histoire, d'abord sur le territoire lyonnais, je vais en dire quelques mots, et finalement, c'est en l'expérimentant sur le territoire lyonnais que on a pensé à l'adosser à cette formation dédiée au développement des publics, à l'accueil des publics pour un territoire, le Vietnam, avec lequel nous aussi, la métropole de Lyon est liée, d'une part, et qui, par ailleurs, avait une forte demande dans le développement du tourisme national et donc des compétences des collègues vietnamiens, en particulier à Ho Chi Minh, Da Nang, qui est une grande ville, la grande ville du centre du Vietnam, et Hue, qui est l'ancienne capitale impériale. Et merci de rappeler en préambule effectivement cet ancrage territorial aussi bien au Muséum de Toulouse qu'au Musée des Confluences, qui est essentiel dans le fait pour bâtir en fait finalement des offres de rayonnement. Finalement, on rayonne mieux quand on se connaît mieux. C'est un peu la conclusion de cette histoire. Donc, sur cette opération de coopération, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contenu? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Dans quelles conditions ça a été mené? Et donc, voilà, nous décrire un petit peu le programme en tant que tel. Alors, d'abord, on a travaillé avec l'Institut français d'Ho Chi Minh, l'ambassade de France, et assez vite, on a souhaité leur proposer, puisque c'était aussi un peu leur demande, en écoutant aussi les demandes des musées du Vietnam, qui sont relativement nombreux à Ho Chi Minh, presque, nous on travaille avec 5 musées, mais il y en a plus d'une dizaine, avec pour certains des qualifications importantes et des collections tout à fait admirables. La volonté de mieux accueillir le public international, mais aussi vietnamien dans ces musées. Mieux les accueillir, ça veut dire mieux les connaître d'abord, et se mettre en situation d'être de développer notamment des médiations et au-delà des études de public qui permettent tout simplement de développer les publics de ces musées. Donc, on est parti sur cette proposition avec toujours en tête, non pas des cours, enfin, la proposition de formation de cours ex cathedra sur ce qu'on ferait au musée, en ne prenant pas en considération finalement les moyens que nos collègues avaient, mais toujours en essayant de se mettre, de comprendre les difficultés ou les fonctionnements qu'ils pouvaient avoir. Et puis, donc, ça veut dire, par exemple, très concrètement, des ateliers de mise en situation, ce qui les a beaucoup amusés d'ailleurs, et nous aussi, on les a scindés, vous voyez sous vos yeux le petit groupe des plus de 15 personnes pour la formation qui s'est déroulée en février dernier, et qui viendront d'ailleurs à Lyon et en France en juin prochain, découvrir le musée des Confluences notamment. On les a mis en situation et on leur a dit, ce groupe, vous êtes, choisissez, mais on vous propose d'être le groupe personnes âgées, le groupe famille avec enfants, etc. Donc, cette espèce de jeu de rôle les a beaucoup amusés, et petit à petit, on s'est aussi rendu compte qu'il fallait rendre non seulement concrète cette formation, mais qu'il fallait laisser une trace, en quelque sorte, dans de cette coopération. Une trace, ça veut dire un outil dont il puisse se servir tout simplement après notre départ. Et ce projet est celui des cabanes à histoire. Les cabanes à histoire, c'est un projet qu'on développe sur le territoire de la métropole de Lyon depuis la fin de l'année 2021. Vous en avez un exemple sous les yeux. Nous faisons circuler 4 cabanes comme vous les avez sous les yeux, dans des lieux qui ne sont pas des lieux de culture, des lieux où finalement le musée crée la surprise, il sort de sa zone de confort, il sort de ses murs pour
proposer une petite histoire, un podcast dans l'espace public. On l'a installé, par exemple, on a installé l'une de ces cabanes à la gare Pardieu, à l'aéroport, dans des hôpitaux psychiatriques, dans des hôpitaux pédiatriques, dans des EHPAD, dans des écoles, etc. Donc, il y a plus de 20 lieux d'implantation depuis la fin de l'année 2021. Et grâce au soutien du ministère des Affaires étrangères français et de l'Institut français du Vietnam, nous avons bénéficié d'un fonds de solidarité pour les projets innovants, de sorte qu'il nous est permis de faire reconstruire par nos collègues vietnamiens, en leur donnant toutes les recettes et les plans de cette cabane, 1 à 2 cabanes, qu'ils vont pouvoir garder et faire circuler soit entre les musées, soit dans l'espace de la ville d'Ho Chi Minh, avec évidemment, et ça je ne l'ai pas dit, nos cabanes sont l'occasion évidemment de faire rayonner nos propres collections. Vous avez sous les yeux une cabane qui diffuse une histoire à propos d'un bonnet kayapo amazonien, et évidemment là il est question pour leur cabane qu'ils choisissent un de leurs objets. Donc, il y a 4 musées qui participent à cette opération. Et c'est l'occasion, en fait, d'un décentrage, d'un pas de côté, parce que finalement, c'est regarder les collections, non pas de manière finalement classique, mais en imaginant une petite histoire autour de ces collections, une histoire de fiction. Et là encore, cette formation est le vecteur de recettes, en quelque sorte. Hein, on leur donne, on leur fournit ce qui a, pour nous en tout cas, marché, parce qu'il se trouve qu'à Lyon, ça a fortement mobilisé les partenaires. Et aujourd'hui, on essaie d'imaginer ce que le futur de ces cabanes à histoire. Merci beaucoup, Cédric. Et effectivement, là, ce que vous avez pu évoquer est particulièrement central. C'est cette expertise finalement locale, c'est tout le travail que vous menez et vos savoir-faire qui se développent au sein de vos musées qui ont permis en fait réellement de pouvoir bâtir une offre et de pouvoir réaliser cet échange international. C'est aussi le cas pour l'exposition Impact Joy, où il y a toute une réflexion qui a été menée au sein du Muséum de Toulouse sur l'éco-responsabilité, et cette exposition en est un des éléments phares. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en parler un petit peu plus? Oui, pardon. Je vous l'ai dit en tout début de présentation, nos expositions itinérantes, elles ont d'abord été présentées chez nous. C'est comme ça, voilà, qu'on a bâti notre politique. Et Impact, ce n'est pas le cas. Donc, c'est la première fois. Voilà. Donc, on loue nos expositions, mais très souvent, on en accueille aussi d'autres partenaires. Et ça, c'est une ancienne exposition du Muséum de Londres que nous avons accueillie chez nous pour sa dernière présentation. On était en plein Covid. Hein. Le Muséum de Londres, voilà, nous a informé que l'exposition, elle allait être bénée. Donc, on s'est posé la question. On est quand même sur une très belle expo avec un bois qui a déjà été recyclé une fois. On est sur des structures très solides. Et donc, voilà, on a décidé de racheter tout le mobilier, tout l'audiovisuel, toutes les caisses et de repenser un projet à partir d'un mobilier existant, ce qui est une contrainte quand même non négligeable hein, quand on est muséographe ou scénographe d'ailleurs. Voilà, donc cette exposition Impact, elle est en tournée depuis une petite année. Elle vient juste d'être démontée au musée du Luxembourg. C'est une exposition qu'on a voulu le plus éco-responsable possible, donc de par la réutilisation du mobilier et des caisses, mais aussi, voilà, on a fait un gros travail sur les encres, sur les supports, les matériaux qu'on a utilisés. On a fait travailler uniquement des entreprises locales. C'est une expo muséum, donc qui a été vraiment fabriquée par notre équipe, notre scénographe, notre graphiste, nos muséographes. On est sur les collections du muséum. Voilà, donc c'est pour nous un beau projet qui, je l'espère, voilà, va être un tournant un petit peu dans notre politique et notre stratégie aussi d'itinérance, parce que c'est un projet qui nous a encouragés en fait à nous poser des questions sur voilà, comment est-ce qu'on voit l'activité, comment est-ce qu'elle va évoluer l'activité au fil des années, comment est-ce que nous, à notre niveau, on peut essayer voilà, de changer un petit peu les pratiques. Donc en ce sens, ça a été vraiment voilà, pour nous une exposition très intéressante et en termes de format, en termes de catalogue, elle vient remplacer en fait l'exposition Bébés animaux, puisqu'on est sur une exposition qui peut aller jusqu'à 450 mètres carrés.
Voilà. Merci. Effectivement, une exposition témoin qui démontre aussi une véritable réflexion et une expertise en fait en la matière. Et est-ce que vous pourriez évoquer un peu avec nous la façon dont vous accompagnez vos différents partenaires et comment en fait finalement vous faites itinérer ces expositions pour qu'on voit un petit peu plus l'accompagnement que vous réalisez? Oui, alors le fait d'avoir une équipe en interne, d'avoir des compétences en interne, euh, c'est vrai on est beaucoup plus réactif quand on a des demandes, on est beaucoup plus pertinent aussi. Donc là, nous, comment on fonctionne? On est actif sur un réseau, donc on a des musées, des muséums qui vont venir nous contacter, qui sont à la recherche d'expositions. Voilà, je vous l'ai dit, nous, on accueille aussi des expositions d'autres partenaires. Et donc là, on va faire en fait une présentation un petit peu clé en main, puisque la scénographie, on va pouvoir l'adapter au lieu d'accueil, on va pouvoir adapter les contenus aussi si nécessaire, on peut traduire toutes les expositions, voilà, ce qui nous permet de les présenter à l'international dans n'importe quel pays. On peut faire aussi de l'ingénierie, de l'accompagnement. Et en fait, ce qui est vraiment très intéressant avec l'itinérance, c'est que les lieux d'accueil, généralement, s'approprient en fait nos projets, mobilisent leurs équipes en interne, que ce soit la question de la médiation, de la communication, et très souvent, après la présentation, ils nous autorisent à réutiliser en fait tous les supports qu'eux-mêmes ont développés. Donc au final, après plusieurs années, on se retrouve avec une exposition Muséum de Toulouse, mais enrichie de toutes les présentations de tous les différents lieux d'accueil. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de valoriser en fait le travail d'énormément d'établissements et d'enrichir nous nos projets, en fait, de sortir vraiment de notre schéma de fabrication classique, hein. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant, l'itinérance. Oui, c'est quelque chose en fait en préparant cette visio sur laquelle on a beaucoup insisté avec les uns et les autres, c'est le fait que au-delà du rayonnement, il y a vraiment cet échange en fait, ce partage, cette mutualisation finalement qu'il peut y avoir entre un partenaire international et le musée des Confluences ou le muséum. Euh, c'est assez probant. Concernant un petit peu, peut-être je vais rester avec vous dans ce cas-là, un petit peu quelques chiffres peut-être ou vos perspectives en fait de développement vis-à-vis des expositions, puisque Impact est un nouveau projet, clairement dans lesquels peut-être d'autres projets vont naître. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu de façon rétrospective sur quelques chiffres et puis évoquer un peu de prospective? Oui, bah c'est vrai qu'après 10 ans, voilà, on peut se permettre d'avoir un petit peu de recul, de regarder un petit peu voilà, tout le travail accompli. Et on se rend compte, en fait, on a touché plus de 2,5 millions de visiteurs. Voilà, en dehors du muséum, donc en France et à l'étranger, donc 2,5 millions de visiteurs. On a fait plus d'une cinquantaine de présentations à travers le monde et on a généré un peu plus de 3 millions de recettes. Et ça, c'est aussi important de le dire parce que ça permet de rentabiliser aussi les coûts de fabrication d'une exposition. Ça permet de justifier aussi parfois le coût d'une exposition, de se dire que grâce à l'itinérance, on va pouvoir aussi voilà, rentabiliser pour nous, établissements métropolitains. Voilà, c'est une logique. C'est très cohérent voilà, de penser comme ça. Donc, 3 millions de recettes pour l'activité itinérance, tout compris, que ce soit location, ingénierie, accompagnement. Voilà. Donc, c'est une activité voilà, pour nous qui nous tourne vers l'international, vers nos collègues d'autres établissements. Et donc, c'est primordial. C'est troisième recette du muséum après la billetterie, la boutique. Ouais, c'est effectivement de sacrés résultats. Et alors, est-ce que vous avez des projets un peu dans les tuyaux et de nouvelles expositions en cours de création? Alors, on se pose là vraiment la question du dématérialisé. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. On a déjà présenté des expositions matière en dématérialisé. Et là, je suis contente d'être avec le musée des Confluences parce qu'on travaille effectivement sur une exposition qu'on a coproduite ensemble. Donc, c'est magique. Et voilà, on est en train de travailler sur une version dématérialisée de ce projet. Je pense qu'il faut se poser la question là aujourd'hui. Et on travaille aussi avec un illustrateur américain qui est décédé, mais on travaille avec ses ayants droit, qui s'appelle Charlie Harper. Voilà, pareil, au format dématérialisé, avec toujours, grâce aux compétences que nous avons en interne, un accompagnement personnalisé.
Et on continue à travailler sur l'éco-responsabilité des expositions, essayer de bien choisir nos partenaires, que ce soit les transporteurs, voilà, d'essayer vraiment d'inscrire cette démarche-là dans notre politique. Mais bon, c'est très compliqué et je ne peux pas vous dire là aujourd'hui que nous avons une activité qui est décarbonée parce que ce serait complètement faux. Mais voilà, en tout cas, on est en train de se poser des questions et on essaie de faire les bons choix. Voilà, avec tout le bon sens que ça nécessite, mais bon, ça reste compliqué, mais en tout cas, c'est une question très importante pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Joy. Concernant donc cette première collaboration avec le Vietnam, Cédric, donc vous l'avez dit tout à l'heure, il y a encore, ce n'est qu'un début, puisque l'idée c'est d'accueillir aussi une délégation vietnamienne en fait à Lyon. Quelles sont un peu vos prochaines pistes ou peut-être si vous voulez dresser d'abord un bilan de cette opération et puis ensuite évoquer peut-être d'autres perspectives? Alors, le bilan, c'est sans doute un peu tôt parce qu'on est en train de les accompagner à la fabrication de ces podcasts et de ces cabanes. Et l'inauguration est prévue en juillet prochain. Donc, on est vraiment dans le faire. Je veux le souligner, ces projets à l'international, ils tiennent aussi parce que sur place, on a des relais qui nous permettent d'être vraiment connectés à nos partenaires. Il n'est pas facile de travailler à distance, on le sait, et c'est un des aspects de difficulté dans les activités tournées vers l'international des musées, mais aussi d'autres secteurs économiques. Moi, ce que je relève aussi, c'est que pour avoir mené quelques musées et quelques projets déjà au musée des Confluences, j'aime bien, je vous le confie, des projets qui ont un début et une fin. Parce que des coopérations qui se déroulent sans objectif et sans calendrier ont de la peine à voir le jour. En tout cas, c'est l'expérience que j'en tire. Dans un temps plus long et peut-être pour conclure des observations plus générales, je crois que on est assez fiers au fond de s'inscrire dans une coopération en particulier avec le Vietnam qui a une histoire avec la France qui est évidemment importante, tragique aussi. On fête les 50 ans des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam et au fond, le musée des Confluences s'inscrit dans une longue histoire de la coopération qu'avait déjà ouvert le Musée national des arts asiatiques, qui avait aidé à la reconfiguration des salles du musée d'histoire d'Ho Chi Minh et de manière assez magistrale. Et au fond, il s'agit plus de 10 ans plus tard, plus de 15 ans plus tard maintenant, de former les équipes vietnamiennes à l'accueil des publics et de finalement continuer à faire rayonner l'expertise et l'expérience française dans une forme aussi d'amitié. En tout cas, c'est vraiment dans cette histoire que l'on s'inscrit. Et je voulais le souligner parce que c'est ce qui nous anime sur le territoire lyonnais, dans une forme aussi de citoyenneté. On pose le rôle du musée, que ce soit à Lyon ou à Ho Chi Minh, de la même manière, avec ce projet des cabanes à histoire. Et si, comme pour le musée de Toulouse, lorsqu'on fait rayonner des expositions, tourner des expositions, il est important pour nous de comptabiliser les publics et d'établir des modèles économiques qui soient non pas rentables, mais en tout cas qui dégagent quand même des bénéfices financiers. Là, il ne s'agit pas de ça. Je ne compte pas le nombre de personnes qui auront été dans la cabane à histoire, ceux ou celles qui l'auront expérimenté. Au fond, c'est fournir à nos collègues vietnamiens un outil, mais au-delà d'un outil, un changement de regard sur leur pratique, une nouvelle manière d'aborder les collections, leurs propres collections qui finalement dépassent un peu le cadre du caractère très descendant
d'une part, et très scientifique. Ils ont été, par exemple, pour ce projet, très surpris du fait qu'à travers la fiction, à travers l'immersion sonore, puisque c'est ça, les cabanes à histoire, tendre l'oreille pour s'ouvrir au monde, on pouvait aussi être efficace, approcher les publics au plus près et répondre à des demandes soit de connaissances, soit tout simplement d'émerveillement, que ce soit à Lyon ou à Ho Chi Minh. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. Les échanges continuent juste après dans des petites salles comme l'évoquait Claire Delongeau. Avant de conclure, en fait, peut-être quelques éléments qui semblent particulièrement marquants sur la façon dont vous avez envisagé ces projets et en guise d'ouverture et avant de donner la parole à Manon sur TEO Live. On retient peut-être 3 éléments très importants dans vos différentes interventions. Le premier, c'est la nécessité d'un ancrage territorial et d'asseoir son expertise, en fait, finalement. Et avant de rayonner, c'est vraiment, en fait, voilà, de développer cette expertise-là à un niveau local. C'est un véritable laboratoire territorial. Ensuite, le deuxième élément qui semble ressortir aussi pas mal, c'est que plutôt que de parler de rayonnement, on est vraiment sur des logiques de coopération et d'échange horizontaux, et il n'y a pas une dimension impérialiste, en fait, finalement, de ces projets. C'est pas une volonté, en fait, de claironner qu'on est forcément les meilleurs, mais vraiment une dimension de dialogue qui est très forte et de coopération partenariale. Et le troisième élément aussi qui semble assez marquant, c'est que ces coopérations sont aussi de véritables laboratoires qui peuvent enrichir le positionnement local d'un lieu, notamment en fait en traitant des sujets de pointe, ou en tout cas qui sont majeurs actuellement, tels que les co-responsabilités, la dématérialisation des collections, l'inclusion des publics, comme vous l'évoquiez très justement aussi avec la cabane à l'histoire. Donc tout ceci en fait se nourrit, et c'est peut-être ça qui semble particulièrement marquant. Et donc pour ouvrir le champ avant de se retrouver en petit groupe, donc Manon, si tu veux peut-être nous dire quelques mots sur TEO Live, qui est un événement qui pourra venir en complément en fait de ces différents échanges et l'enrichir. Oui, avec plaisir Antoine. Merci Cédric et Joy pour vos présentations. Nous, on est une ressource dédiée à l'itinérance des expositions nationales et internationales avec l'envie de soutenir la nébuleuse d'acteurs qui travaillent dans les itinérances et de les accompagner, d'avoir une ressource utile en ligne pour les aider dans leur travail au quotidien. Donc, on aide à la fois les producteurs d'expositions qui cherchent des lieux pour présenter leurs projets, des partenaires d'accueil pour atteindre de nouveaux publics au niveau national et international. Puis on aide aussi avec cette ressource les lieux culturels qui cherchent des expositions, des contenus à présenter et à intégrer à leur programmation à venir. Et du coup, l'idée de TEO Live, c'est d'inviter l'ensemble des acteurs de notre secteur à se retrouver pour 2 heures en ligne pour aborder les dernières tendances dans les expositions itinérantes, à la fois dans les enjeux pour les producteurs et pour les institutions culturelles qui essayent de plus en plus des projets divers et d'institutions différentes. Et l'idée, c'est qu'on ait d'abord une présentation keynote avec un zoom sur l'actualité, les dernières tendances, les dernières innovations dans notre secteur. Cette année, on va présenter les résultats d'un grand sondage qu'on a fait. On a eu plus de 100 institutions et acteurs internationaux d'itinérance, à la fois producteurs et lieux d'accueil, mais également des acteurs qui participent dans toute la nébuleuse à l'itinérance des expositions, qui ont répondu à un sondage sur l'avenir des itinérances et quels sont les enjeux, les contraintes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, et aussi tous les axes d'innovation et de créativité qui se révèlent dans l'activité de nos acteurs. On va présenter les résultats de ce sondage avec les actrices de Culture Connect qui sont basées à Londres et qui ont réalisé l'ensemble de cette démarche avec nous pendant une bonne demi-heure, avec la possibilité pour les acteurs qui seront présents de poser des questions et d'échanger sur les enjeux qui seront abordés. Et après ça, on a plus de 25 producteurs internationaux de grandes institutions et de producteurs privés, à la fois français et internationaux, qui vont venir présenter leurs projets d'exposition, des nouveaux projets qu'ils ont développés pour de l'itinérance nationale et internationale, avec chacun 2 minutes pour venir introduire ce projet et éventuellement aborder aussi
leur portfolio, puisque la plupart de ces acteurs n'ont pas un seul projet, mais ils ont vraiment une diversité d'expositions qu'ils proposent pour l'itinérance internationale. Et donc ça, c'est le 11 mai. C'est en ligne, c'est gratuit pour venir et ça dure environ 2 heures, avec à la fin la possibilité de rencontrer les acteurs qui ont présenté leurs expositions dans des salles dédiées suite à l'événement. Merci beaucoup Manon. Donc, rendez-vous le 11 mai pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus. Donc tout de suite, on propose de se répartir dans des petites salles pour pouvoir discuter plus directement. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, notamment avec Cédric et Joy. Donc on se retrouve donc pour poursuivre encore pendant 20 minutes avec nos différents intervenants.